j'ai beaucoup avancé du coup. Alors, donc je vais surtout essayer de ne pas redire ce que j'ai dit précédemment. Donc, l'objectif de ce topo, c'était comment éviter le surhandicap et préparer la vie d'adulte. D'abord, pourquoi consulter un médecin de MPR? Parce que finalement, ces enfants sont déjà multisuivis par diverses spécialités. Et en fait, la définition de la MPR, enfin du rôle en tout cas du médecin de MPR, c'est de prévenir et ou réduire les conséquences fonctionnelles des déficiences et des incapacités dues au handicap des enfants et des personnes adultes. Donc, réussir cet objectif se fait déjà en coordonnant les intervenants médicaux et paramédicaux et en aidant, dans le cas des enfants atteints de myéloméningocèle, à l'interface médico-chirurgicale. Les objectifs précis de la prise en charge MPR évoluent selon l'âge de l'enfant, son parcours et évidemment ses demandes. Puisque nous nous concentrons sur les conséquences fonctionnelles ne sont pas les mêmes suivant l'âge et suivant le contexte dans lequel évolue l'enfant. Donc le suivi médical s'axe selon 3 grands axes que j'ai rappelés. Donc l'examen neuro-orthopédique avec les appareillages. Est-ce que des appareillages sont nécessaires? Quels sont les modes de déplacement possibles? Les modes de déplacement possibles, parce qu'il peut y avoir un mode de déplacement différent à la maison, à l'école et en extérieur. Et il faut toujours que le mode de déplacement soit le plus adapté au contexte. C'est-à-dire qu'un enfant qui marche en intérieur ou qui déambule en intérieur, en cours de récréation, ne peut pas forcément avoir ce mode de déplacement. En cours de récréation, il faut pouvoir aller vite, suivre les copains, aller où on veut, avoir une autonomie. Et donc, dans ces cas-là, le fauteuil roulant, manuel ou électrique, peut être envisagé avec, du coup, différents modes de déplacement selon le contexte. Et penser aux conséquences des déficiences neuro-orthopédiques avec parfois des syndromes restrictifs sur des déformations rachidiennes importantes, cutanées avec des troubles sensitifs, des escarres qui peuvent apparaître, et osseuses avec donc les déformations qui ont été évoquées et l'ostéoporose ou en tout cas une fragilité osseuse. L'examen neurologique et sphinctérien, donc la priorité absolue évidemment est de préserver la fonction rénale comme ce qui a été dit précédemment. Et en préservant cette fonction, quels sont les moyens possibles pour obtenir une continence urinaire? Et évidemment, évaluer les 2 filières, urinaire et fécale, pour obtenir une continence totale si possible. Et enfin, les fonctions cognitives. Est-ce qu'un bilan psychométrique a-t-il été effectué? Est-ce que c'est nécessaire? Quel est le retour de l'école, des enseignants vis-à-vis de ces enfants? Et les aides sont-elles mises en place? Et puis après, il faut voir en dehors du bureau médical, qu'est-ce qui se passe pour de vrai au quotidien. Donc il faut réussir à interroger l'enfant et la famille sur leur quotidien, sur l'organisation des soins. C'est des enfants et des familles à qui on demande beaucoup de choses. Donc des fois, ils ont 5 sondages urinaires par jour. Ils ont en plus le lavement rétrograde à l'eau pour la continence fécale et le traitement de la constipation. Et puis, il y a les appareillages à mettre, des fois le corset, les attelles, tout ça. Et donc, en vrai, qu'est-ce qui est réellement fait au domicile et sous quelles conditions? Qui réalise les soins? Quel temps ça prend? Comment s'organise la vie familiale et la fratrie autour de cette prise en charge? Le fait de faire un état des lieux effectif de ce qui est fait au domicile peut permettre de mettre en place certaines priorités qui doivent être réévaluées au fur et à mesure de la vie de l'enfant. Mais quand l'adhérence aux soins est difficile, il faut des fois savoir prioriser et mettre en valeur certaines choses avec les conséquences que ça peut avoir. Et puis enfin, à l'école et au centre, comment ça se passe? Les déplacements, est-ce que les bâtiments sont accessibles? Est-ce qu'il y a besoin d'une aide humaine? Est-ce que cette aide humaine est formalisée? Ou est-ce que c'est la maîtresse qui est bien gentille qui le fait? Ou l'AVS du copain qui aide à aller aux toilettes? Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir mettre en place, enfin savoir demander et savoir comment ça se passe. Et puis enfin, les soins de continence. Les soins de continence, est-ce que l'enfant a accès à des toilettes, par exemple, qui ferment à clé ou qui sont propres? Les toilettes propres à l'école, c'est quand même un vrai problème, hein, donc, pour tous les enfants, et donc pour ces enfants-là particulièrement. Et puis enfin, quelle séance de rééducation à cet enfant? Des fois, ce sont des enfants qui ont un programme extrêmement chargé, avec 3 séances de kinésithérapie, une séance d'ergothérapie par semaine, puis l'orthophonie, la psychomotricité. Et je n'ai pas marqué l'orthopsie, mais des fois ça arrive aussi. Donc il faut aussi voir un peu quel emploi du temps ils ont,
quelles sont les conséquences sur la famille? Est-ce qu'il y a un parent qui a dû arrêter de travailler ou qui a dû faire un aménagement de travail ou... Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place, enfin, qu'il faut savoir. Et le rôle du MPR, c'est aussi d'avoir cette vision un peu plus globale de toutes les conséquences que peut avoir le handicap. Après, en lien avec l'assistance sociale, refaire le point donc, sur les dossiers, les aides demandées, à savoir s'il y a des choses à faire, des certificats médicaux à renouveler ou à remettre à jour. Donc, en conclusion, je voudrais surtout dire que la prise en charge de ces enfants est complexe et multidisciplinaire. Il faut surtout que les différentes spécialités communiquent entre elles afin de coordonner au maximum la prise en charge de ces enfants. Cette prise en charge doit être évaluée régulièrement en fonction des objectifs, des demandes de l'enfant, puis de l'adolescent, de la famille qui entoure ces enfants. Et enfin, afin d'optimiser l'observance, il faut surtout que la prise en charge soit ciblée et efficiente, pas forcément mettre en place la même prise en charge pour tous ces enfants, mais voilà, chercher les priorités quand on peut en mettre. Et bien sûr, favoriser l'autonomie du jeune dès le plus jeune âge, évidemment sous couvert d'une sécurité d'adulte ou en tout cas d'une surveillance, mais l'autonomie dès le plus jeune âge favorise la prise en charge adulte et la transmission ado-adulte. Là, évidemment, je vous ai évoqué la prise en charge en MPR en ambulatoire, mais je passe le relais à ma collègue qui va vous parler de la prise en charge en centre et en SSR. Merci.